La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué dans ce que vous avez écrit dans ce livre. La première, c'est le fait que notre cerveau nous leurre et que donc ils nous font croire qu'on a toujours un peu 20 ans dans notre esprit. Et vous expliquez qu'il fait ça pour nous protéger, en fait, pour que psychologiquement on soit capable d'accepter notre âge, de survivre au fait de vieillir, mais qu'en même temps, ça nous leurre tellement que ça nous empêche de prendre soin de nous. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et vous dites aussi autre chose. Mais d'abord, je vais vous faire réagir sur cette première partie. C'est une sorte presque de miséricorde divine, c'est-à-dire qu'on n'est plus conscient de ce qu'on est en réalité. C'est aussi une notion qui est recouverte en partie par la notion d'âge ressenti. On a 3 âges. On a l'âge chronologique, facile, hein. Ça sert à vous donner la permission de passer votre permis de conduire, d'aller voter, là prochainement, les européennes, et puis de prendre votre retraite. Ça sert principalement à ça. Mais ce n'est pas directement lié à votre état de santé. Il y a ensuite l'âge physiologique que l'on peut mesurer grâce à un certain nombre d'appareils. C'est de voir effectivement si vous avez un cœur, des artères d'une femme de votre âge ou une femme plus âgée. Donc ça, c'est une chose parce que c'est un point de référence. Et puis vous avez l'âge ressenti. Et ça a été très joliment publié dans Frontières et psychologie, où l'on voit que de façon très objective, c'est que l'âge ressenti est inférieur à notre âge chronologique, surtout dans la tranche d'âge des 50-65. C'est le moment où il y a le plus grand écart entre l'âge réel et l'âge ressenti ? C'est ça. C'est le moment où l'écart est le plus important. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on sent avoir 20 ans. À 80 ans ou passé, on sent avoir 80 ans parce qu'on est rattrapé par les maladies, on est limité et donc finalement on se dit j'ai vraiment cet âge-là. Mais entre 50 et 65, c'est là où on est le plus leurré puisque la différence entre l'âge chronologique et l'âge ressenti est la plus bas, puisqu'elle peut atteindre moins 15 ans. C'est-à-dire qu'à 65 ans, vous avez l'impression d'avoir 50 ans. Et à 50 ans, on a l'impression d'avoir quel âge ? C'est un peu moins, c'est 7,5 jusqu'à 10. Donc, vous avez plutôt l'impression d'avoir 40, 45. Et puis ensuite, c'est l'écart diminué jusqu'à arriver à 20 ans, 20 ans. Et ensuite, de l'autre côté, c'est pareil. En fait, on a d'un côté une droite, qui est l'âge chronologique, et puis on a en dessous une espèce de courbe comme ça, dont l'écart est maximum entre 50 et 65. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est justement quand on a 60-65 ans ou 55-65 ans qu'on est le plus à même à avoir des pathologies. Et ces pathologies peuvent, si on néglige leur existence, peuvent vous mener à des désastres. C'est à ces âges-là qu'on devrait se prendre le plus en charge. On parle de quelle pathologie ? Cardiovasculaire ? Par exemple. Auto-immune ? Cardiovasculaire. On va rester dans les grandes catégories. Il y a le cardiovasculaire, le métabolique, ce genre de choses. Mais c'est là où, à la limite, on devrait plus aller voir son médecin en disant « Écoutez, voilà, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, faudrait vraiment regarder où j'en suis. » Et on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on se dit finalement, je suis jeune. Ouais, c'est le moment où on est le plus leurré par son cerveau, c'est ce que vous venez de dire. Exactement. C'est intéressant, ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est pour ça que je l'ai écrit, j'en ai parlé, parce qu'effectivement, vous avez raison, je le retrouve pas souvent, voire nulle part. C'est quelque chose qui montre bien qu'on est leurré par soi-même. On peut être leurré pour différentes raisons. Une des raisons, c'est qu'on a peur de la maladie, donc on ne veut pas avoir de maladie. Qui finalement dit qu'on a une maladie, c'est le médecin. Donc en n'allant pas voir son médecin, on risque moins d'être face à une pathologie. Oui, il y a beaucoup plus de gens qui pensent comme ça qu'on ne pourrait le croire. Ça se finit toujours mal. Vous avez des gens qui, vous savez, vous connaissez l'expression, quand on se regarde dans une glace, on se désole, quand on se compare aux autres, on se console. C'est aussi un élément qui est important parce que en étant avec des gens de son âge, qui souvent vieillissent moins bien, eh bien on se dit qu'on vieillit bien.
Et donc, tout à coup, on se dit qu'on n'a pas besoin de faire les efforts nécessaires pour mieux gérer son capital santé. Moi, je le comprends tout à fait ce que vous dites parce que je fais jeune. Ma voix fait jeune, mon visage fait jeune. Tout le monde me le dit tout le temps, me le rappelle tout le temps. Et quand j'ai fait ce podcast, c'était un peu une provocation. J'avais 44 ans, j'en faisais souvent 10 de moins aux yeux des autres. Et j'allais vers mes 50 à travers le sujet que je traitais. Il y avait pour moi cette volonté de casser ça, de me dire si mon identité, en fait, c'est d'être jeune, je vais me prendre un mur un jour. Donc, il faut que je le traite. Il faut que j'accepte que j'ai l'âge que j'ai et que même si à l'extérieur, ça ne se voit pas, à l'intérieur, ça ne doit pas être Jojo et qu'il faut aussi que je m'en occupe. Je comprends parfaitement votre démarche. Elle est très intéressante. Mais c'est pas parce que vous avez la chance de montrer à l'extérieur et au monde que vous êtes plus jeune en apparence que ce que vous êtes intérieurement. C'est pas forcément qu'intérieurement vous êtes mal. Mais à un moment donné, effectivement, vous pouvez cacher certaines choses. Ou pas d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que la réalité des examens qui peut vous dire, bah écoutez, vous faites 10 ans de moins, mais à l'intérieur aussi. Et c'est ce qui va peut-être vous amener à être centenaire ou super centenaire. Encore faut-il le vouloir, et ça c'est l'autre chose qui m'a beaucoup étonnée. Vous avez utilisé le mot d'ambition, et je l'ai entendu dans le sens pouvoir, argent, professionnel, carrière. Je me suis dit, il y a des gens qui ont cette ambition et qui osent aller vers leur rêve de réussir leur vie au sens professionnel, au sens social. Et là vous dites, il faut avoir cette même ambition pour vivre longtemps, il faut le vouloir de la même manière, et tout le monde ne l'a pas, et tout le monde ne l'assume pas. Vous utilisez ce même vocabulaire d'assumer son ambition, et j'ai vraiment senti ce parallèle. C'est pas évident, en fait, d'oser dire aux gens, à ses amis, à tout le monde, bah oui, moi, je veux vivre vieux et je vais me donner du mal et je vais changer mon mode de vie et ça va impacter et mon quotidien et le vôtre aussi, peut-être aussi. C'est là où la période que nous vivons est formidable et vraiment révolutionnaire. Vous savez que avant, quelquefois aujourd'hui même, en naissant, on ne sait pas si on sera heureux, malheureux, si on mourra jeune ou pas, ou si on sera riche ou pas. Mais on sait que l'on va vieillir et mourir. Ça rentre dans la fatalité de nos enseignements, enfin de notre, de notre matrice, c'est pas le bon terme, de notre environnement judéo-chrétien. On est là-dedans. On est là-dedans depuis notre plus jeune âge. Et donc, on ne lutte pas contre une fatalité. C'est même divin, ce vieillissement. Hein, c'est même la punition divine, si on veut aller plus loin d'ailleurs. Hein. Et puis on s'est rendu compte, grâce au progrès technologique, que l'on pouvait faire des choses étonnantes. On pouvait rendre des cellules immortelles. Immortelles. Les cellules cancéreuses sont des cellules immortelles. C'est juste, mais ce sont des cellules cancéreuses. En fait, moi j'ai fait pas mal de biologie cellulaire à la fac des sciences, et il y a une grosse différence entre cellules cancéreuses et cellules immortelles, en particulier deux. Une cellule cancéreuse ne respecte pas le contact de l'autre cellule, c'est-à-dire qu'elle va se diviser, jusqu'à ce qu'elle arrive au contact d'une autre cellule, et elle va continuer à se diviser. Elle va pousser les autres cellules saines, elle va les envahir, détruire les structures. Une cellule immortalisée, elle se divise, jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre cellule, et là elle s'arrête. Et la deuxième différence, c'est ce qui fabrique. Une cellule cancéreuse va fabriquer des débris de sa cellule d'origine. Par exemple, si vous prenez un fibroblaste, qui est une cellule commune de la structure de notre organisme, qu'on retrouve sous la peau, par exemple, elle fabrique du collagène. Donc, et une cellule de type fibroblastique immortalisée va continuer à fabriquer du collagène. Tandis qu'une cellule qui sera transformée, donc qui se deviendra cancéreuse, elle va fabriquer des bouts de collagène. Ça sera plus fonctionnel. Donc il y a de vraies différences. Hein, il y a de vraies différences. Mais vous pouvez également, si vous prenez, alors on va abandonner tout ce qui est drosophile, toutes ces petites mouches, on va abandonner tout ce qui va être les vers, comme les nématodes, les choses comme ça. On arrive aux petites souris ou aux rats, donc petits mammifères. On peut doubler leur espérance de vie en bonne santé. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément prisonnier de certaines espérances de vie. On peut aller au-delà. Donc, ça, c'est des points qui sont tout de même importants. Et puis ensuite, on peut parler des fameuses zones bleues, bien que scientifiquement, on peut discuter ces choses-là. C'est l'île d'Okinawa, par exemple, c'est dans ces endroits où il n'y a que des centenaires pour comprendre pourquoi ils arrivent à vivre si longtemps, c'est ça ? C'est exactement ça. Les zones bleues sont certaines zones sur notre planète où on observe un plus grand nombre de centenaires. Ce que j'ai compris, c'est que c'est effectivement lié à l'alimentation, mais que ça ne s'arrête pas du tout à là. C'est aussi parce qu'ils sont insérés socialement, qu'ils continuent à travailler,
à participer à l'activité dans la Exactement. mesure de leurs moyens. Donc, c'est loin d'être uniquement une sorte de recette qu'on peut appliquer en Occident de façon automatique. Toutes les scientifiques qui ont travaillé sur ces populations-là ont toujours cherché un secret que l'on pourrait ensuite appliquer à tout le monde. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais rencontré ce secret, mais toujours ces 4 éléments que vous venez de citer. Une alimentation très maîtrisée, donc ils ne mangent pas trop, ils mangent plutôt moins. Il n'y a pas de personnes obèses dans ces populations-là, plutôt des régimes méditerranéens, donc dont on sait qu'ils sont plutôt bons pour notre organisme. Toujours actifs physiquement, bougent toujours, travaillent toujours insérés dans la population, dans la communauté. Insérés, alors à 90 ans, on peut ramasser moins de riz à Okinawa que quelqu'un de 30 ans, mais on le ramasse quand même et on est respecté pour ce qu'on ramène à la communauté. Donc on est toujours dans la communauté. Moi, je trouve ça très beau, moi. Vous voyez, je souris en le disant parce que c'est très important. Et puis pas de stress ou très peu de stress, parce que finalement, ils sont dans des structures qui sont bien connues, bien organisées, et qui ne sont pas hostiles, pas destructrices. Ça permet d'avoir plus de centenaires. Et c'est exactement à l'opposé de ce que nous vivons dans nos sociétés occidentales, où on mange beaucoup trop, en particulier trop de sucre, où on est sédentaire, où on est en retrait de la vie à partir de la retraite, hein, même si on peut avoir des retraites très heureuses, hein, très satisfaisantes, mais on est en retrait quand même. Et où on est stressé, et plus on vieillit, d'ailleurs plus on est stressé. Parce qu'il n'y a pas que les actifs qui sont stressés. Les gens vieillissants gardent cette sensibilité au stress et à l'émotivité qui est assez destructeur. Donc c'est tout le temps. On peut être en sécurité, avoir de l'argent, une bonne retraite, mais on va stresser pour tout et rien. Et on va se dire, c'est ridicule, ça me stresse, mais ça me stresse quand même. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui se disent, je vais sortir de cette logique de fatalité de cette sénescence, de ce vieillissement négatif. Je vais essayer de gérer activement mon capital santé, qui est ce qu'il est d'ailleurs, hein, on est tous inégaux, complètement inégaux. Mais je ne veux pas être prisonnier de ces gènes, je veux travailler mon capital santé et au minimum le stabiliser. Nous, scientifiquement, on parle de modulation, hein, et le plus longtemps possible, afin aussi de nous garder éloignés des pathologies, parce que les pathologies, elles ne surviennent pas comme ça, de par la volonté divine, elles surviennent sur des organismes qui se seront dégradés.